Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous recevoir dans vos maisons, partout à travers ces petits écrans. Premier numéro de Marc Bazar au sortir donc de la présidentielle du 15 mars 2026. Aujourd'hui, nous avons pensé porter un regard ou bien faire un flashback sur cette présidentielle, aussi bien sur le nouveau programme du chef de l'État. Il faut rappeler que le 15 mars, le président était parti dans les urnes, en tout cas, les Congolais étaient partis dans les urnes pour choisir le président Denis Sassou Nguesso de nouveau comme celui qui va porter naturellement la destinée du pays. Et ceci sur la base de son programme de société. Quoi ce programme? Mais surtout, quel type d'homme pour réussir l'exécution de ce programme? Telle est la question que nous pose souvent l'opinion, une préoccupation de l'opinion congolaise, donc des votants, autrement dit du souverain primaire, au regard de l'ancien programme. Et pour nous plonger dans cet exercice vraiment difficile, j'ai invité sur ce plateau Constant Ibarapéa, le docteur Constant Ibarapéa, politologue. Bonsoir, monsieur Constant Ibarapéa. Bonsoir mon frère, mon estimé frère, que j'appelle affectueusement le Tchad de temps moderne. Bonsoir au docteur Nibourine qui partage le plateau avec moi. Et bonsoir aux millions de téléspectateurs de DRTV International. Merci beaucoup. Effectivement, tu l'as déjà annoncé. Le docteur Nibourine Dubiche nous revient. Il faut rappeler que c'est ce politiste que vous aimez souvent suivre, parce que j'ai souvent des retours. Il est politiste, philosophe. Politiste parce qu'il apporte la morale, il enseigne la morale et l'éthique à la politique. Il est plutôt philosophe. Bonsoir, monsieur Nibourine. Bonsoir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous comprenez vous-même que pour de tels débats, pas facile en tout cas, il faut des universitaires sur ce plateau qui peuvent apporter la matière, non seulement à l'opinion, mais aussi aux politiques, parce que c'est leur dada. Quand vous avez un politologue et un politiste et philosophe, matière il y a. Parce que la démocratie évolue par erreur corrigée. On dit souvent que nous sommes des élèves, mais les élèves, ce sont ceux-là qui ont le devoir de porter un regard sur ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, et à quel niveau nous avons évolué, avons-nous évolué ou nous avons stagné. Ça, c'est très scientifique. Alors, chers invités, vous avez suivi tous la campagne présidentielle, du début à la fin. Vous étiez dans les urnes, certainement, ou les Congolais étaient dans les urnes. Alors, brièvement, en tant qu'intellectuel, quelle ambiance règne-t-il actuellement dans le Congo par rapport à ce vote ou à cette présidentielle, aussi bien la victoire du chef de l'État? Il faut dire l'environnement. Qu'est-ce que vous lisez, vous? Bien, merci mon cher frère. J'ai suivi avec attention la période de la campagne électorale, c'est-à-dire l'avant-campagne, la campagne et l'après-campagne. Alors, il faut dire que la campagne s'est déroulée dans un climat apaisé. On n'a pas constaté les invectives, les échauffourées, les tensions entre les différents candidats. Une campagne civilisée, en dépit de quelques dérapages qu'on a constatés ici et là, où les affiches de certains candidats étaient vandalisées, soit dans tel ou tel quartier. On a vu pour le président sortant, le président candidat sortant, on a vu pour les leaders oppositionnels. Mais nous avons aussi constaté que l'élection présidentielle s'est déroulée, mais dans un climat, là aussi, d'indifférence des citoyens, parce que nous avons constaté que le taux d'abstention était très élevé. Même si l'ordre gouvernant nous présente un taux de participation qui avoisinerait les 80-86%, mais la réalité de nos observations, y compris certaines structures comme les médias étrangers, qui ont couvert l'élection aussi bien à Brazzaville qu'à l'intérieur, ont parlé d'un taux d'abstention qui avoisinerait les 90%. Mais dans tous les cas, l'élection présidentielle a marqué, de notre point de vue, le rejet de l'offre politique présentée jusqu'ici par les acteurs politiques, disons par l'ordre gouvernant. On a vu que
les Congolais ne se sont pas mobilisés comme il fallait, en dépit de la mobilisation électorale qui, certainement, était motivée par les espèces sonnantes et trébuchantes. Nous voyons comment la distribution ostentatoire des billets de banque a été effectuée pour inciter les Congolais à participer au meeting de tel ou tel candidat, surtout le candidat de la majorité. Mais le jour de l'élection, nous avons fait on a visité quand même les bureaux de vote dans le quartier. On avait des amis qui étaient dans telle localité, et le constat est général. Il y a eu très peu d'affluence, et cette affluence qui a été, ce taux de participation qui a été très, très faible, témoigne ici du rejet de la politique ou du rejet de l'offre politique électorale présentée par le candidat jusqu'ici. Et c'est un message que le président réélu devrait tenir compte dans la conduite prochaine des destinées du pays. Ça veut dire que le citoyen, au cours de cette élection, n'a pas suffisamment été rassuré par ceux qui sont allés demander leur soutien. Parce que l'élection présidentielle, en réalité, il s'agit d'une manière de dévolution du pouvoir du citoyen électeur vers celui qui veut conduire les destinées du pays. Mais tel que ça s'est passé, il faut dire que le citoyen n'a pas donné réellement son quitus, parce que le taux de participation étant très faible, c'est un message important qu'on a destiné à ceux qui gouvernent. Donc il devrait en tenir compte. Docteur Nubourine, d'une part, le discours des intellectuels que vous êtes, d'autre part, celui du politique. Cependant, chez le politique, nous avons ouï dire, même par voie de médias, le vote était massif. Très tôt, les gens ont gagné les bureaux de vote, ils ont voté, d'où ce pourcentage. Et voilà. Merci beaucoup pour cette invitation. Mais j'aimerais déjà vous dire que je ne viens pas ici pour m'amuser. Si je viens, c'est parce que je réponds à l'obligation non seulement d'éclairer l'humanité, mais de construire, si vous voulez, des formes de vue qui permettent à ceux qui n'ont pas encore atteint leur maturité, notamment en matière de conception politique, de se former une opinion. Voici mon problème. Et donc, pour revenir à la question que vous avez posée, moi je pense que l'élection, surtout présidentielle, est le moment de réinvention et de distribution des idéologies. On entend ici par idéologie la programmation des actes à poser dans le futur. C'est ainsi que, si on a dit les choses pareillement, on a dit les choses ainsi, le problème qui va se poser par la suite, c'est le problème de la rencontre. C'est-à-dire, vous avez d'un côté les leaders politiques qui proposent une certaine offre à une population ou un peuple qui est averti sur le passé des mêmes politiques. En ce moment-là, il se passe quoi? Si le passé des mêmes politiques, l'expérience passée, n'a pas nourri l'espérance, parce qu'il faudrait que l'espérance passée nourrisse l'espérance populaire. Et si l'expérience passée n'a pas nourri l'espérance populaire, ce qui se passe au milieu, c'est la cassure. Vous dites qu'ils ont été mobilisés, les populations, qu'elles ont été mobilisées. Mais comment? Lesquels étaient là? Il y avait des petits-enfants de rien du tout, des jeunes qui n'ont pas l'âge de voter, puis les membres des partis politiques, qui venaient surtout pour le cas de l'actuel président de la République, conserver leur poste en réalité, ou rechercher des postes à venir. Les classiques. Voilà le problème. Et donc, il y a comme un marché de dupes au milieu, entre ceux qui proposent une offre véritable pour les futures années et la population qui vient constater la ruse du politique. Et dernièrement, je vous parlais de l'inertie du sentiment du côté du peuple. Et je vous ai dit ici que l'élection présidentielle ou l'élection tout simplement n'est pas un rituel. Il ne suffit pas d'avoir accompli un mandat avec tout ce que nous savons comme résultat de ces mandats et venir devant un peuple. Tout comme il ne suffit pas
à un candidat à une élection présidentielle de venir dire à une population, voilà, X a gouverné depuis tant d'années, il n'a pas pu atteindre les résultats, donc votez pour moi. Il faut une offre efficace, une offre propositionnelle efficace qui puisse rassurer les populations. Et donc là, vous n'avez pas constaté cette offre. C'est-à-dire qu'il est question non seulement de programmer les chapitres, mais aussi la manière de les financer. Surtout de quantifier la population à problème. Mais si, pendant votre campagne, vous n'avez même, avant votre campagne, vous n'avez même pas réussi à mettre une entreprise là à Makwa, pour que ça puisse couvrir sur le plan social la zone qui part de, comment vous appelez ça, d'Obouya jusqu'à Ouesso là-bas, moi je crois que vous avez raté la cible. Voyez. Et donc, même quand on dit, voilà, la fonction publique n'a plus de place, alors les jeunes, prenez-vous en charge. Je crois que la formule qui serait la bonne, c'est l'encouragement de l'entrepreneuriat, avec la prise des normes du côté du gouvernement, qui ferait que le gouvernement encourage cette jeunesse qui entreprend. Moi, je crois que c'est ce que le président voulait dire. Mais là où le président se dédie positivement d'ailleurs, ou favorablement par rapport à lui-même, c'est que dans la même période où il dit qu'il n'y a plus de place à la fonction publique, c'est quand même lui qui signe près de 40 000 décrets qui recrutent des jeunes à la fonction publique. C'est à son actif, on peut l'encourager, mais je reprends que l'élection n'est pas un rituel pour qu'on arrive à la fin d'un mandat et aller à une élection. L'élection est une charge qui consiste à décomposer les espoirs et les désespoirs. Si vous ne l'avez pas fait, ben on se perd en ce moment-là. Voilà. Alors, conseiller Barapeya, je reprends avec vous. En passant, vous avez constaté, fait un constat à votre manière, de cette cassure. Monsieur Niborine est revenu là-dessus, le docteur Niborine, qu'il y aurait une cassure, ou bien un rejet du discours politique vis-à-vis de l'électorat. Parce que le politique, c'est lui qui va vers la collecte, il faut dire, des consciences à cette période. Mais s'il y a cassure, quels sont les éléments probants que vous pouvez nous présenter ici en tant que politologue pour le justifier? Vous savez, Romik, la politique, c'est la distribution autoritaire des choses de valeur. Pendant le mandat finissant, nous avons constaté, et le peuple avec nous, que les besoins sociaux élémentaires n'ont pas été satisfaits par ceux qui sont au pouvoir. Tenez par exemple, un cas simple. Est-ce que vous savez que le dimanche où il y a eu élection, on a vécu des délestages en cascade? Le dimanche où il y avait élection. Et nous avons vu que... Mais moi, je n'avais pas d'électricité chez moi aussi. Mais voilà. Il faut le dire. Chez moi aussi. Et aujourd'hui, le Congo est devenu un village planétaire. Ce qui se passe à Bakongo, au même moment, on a l'information à Talangaï, on a l'information à Bunji, on a l'information à Kakamweka. Donc, ce n'est plus le Congo d'hier où l'accès à l'information était verrouillé. Alors, dans cette configuration, et surtout, le docteur vient de le souligner tout à l'heure, le discours démobilisateur du président lui-même quand il dit qu'il n'y a plus assez de place dans la fonction publique. Et vous savez que dans la configuration et dans le schéma de représentation des citoyens congolais, l'emploi c'est la fonction publique. On met l'accent sur la fonction publique. Et lorsqu'on nous dit que la fonction publique, il n'y a plus rien, et qu'est-ce qu'on fait? Mais quand il n'y a plus rien, il le dit en toute honnêteté. Mais justement, pour susciter la volonté jeune, ou orienter les jeunes vers d'autres secteurs privés, par exemple. Je suis d'accord, mais il faut savoir le dire. Parce que tel qu'il a dit, vous savez, dans la communication politique électorale, il y a deux acteurs. Vous avez les communicants et les communicateurs. Le communicant, c'est le sachant qui dit au communicateur ce qu'il doit dire et comment il doit le dire. Alors, s'il n'y a pas symbiose entre les deux acteurs, ça va dans tous les sens. Vous savez que l'élection présidentielle, le discours électoral, doit être un discours séducteur. Absolument. C'est pourquoi Pasqua disait les promesses électorales n'engagent que ceux qui les assument ou ceux qui les reçoivent. Alors, lorsqu'un message est mal articulé, et pourtant le président d'ailleurs n'a pas dit
qu'il n'y a plus de place, comme ça a été interprété. Il a dit qu'il n'y a plus assez de place. Mais la manière de le dire, les émotions qui sont autour de ce discours, ça produit les effets non escomptés qu'on a vécu. Par exemple, quand il le dit à un moment, après son départ, on a commencé à arracher les affiches. Bien. Lorsque on arrive à Brazzaville, le dernier jour du meeting, le président dit honte aux voleurs. Ceux qui volent doivent avoir honte. Honte aux voleurs, honte aux corrompus. Alors, oui, il a dit. Il a dit. Question d'attirer leur attention. Oui, mais est-ce que dans une société, dans une communauté politique, dans une république, le voleur doit avoir honte ou bien doit être sanctionné? Et depuis 2009, le président de la République tient ce discours contre ce qu'on appelait communément les antivaleurs, les prédateurs de la République. Il a même dit en 2016, la sanction sera sévère, il n'y aura pas d'exception ni pour les bénis frétins ou les gros poissons, chacun va assumer devant la rigidité de la loi. Et à la fin, on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Et lorsqu'il tient ce meeting au boulevard, vous savez, aujourd'hui, il y a les citoyens, nos compatriotes, qui sont représentés dans les imaginaires comme des prédateurs de la République. Et lorsqu'il tient ce discours, ces acteurs sont là, il fallait le lire dans les réseaux sociaux. On dit, mais finalement, le président se moque de nous. Puisque les mêmes voleurs, ceux qui pillent la République, ce n'est pas la foule qui est là. Ceux qui pillent la République, ce sont les classes présidentialistes qui l'accompagnent dans la mise en œuvre de ces programmes de société ou bien de la gestion quotidienne de l'État. Et quand vous dénoncez sont sanctionnés, alors on se pose la question, s'ils ne sont pas dans la dramaturgie politique, ou bien dans la ruse, ou dans la duperie. Nous ne sommes pas quand même dans une voûte de théâtre. Et ça a été, bien entendu, mais ça c'est qui s'apparentait un peu à cela, parce qu'il faut lire la réaction des citoyens. Et les citoyens, déjà l'électorat jeune a été bousculé à partir du discours de Gamboma. Et il fallait voir comment ça a été récupéré par les artistes, comédiens et autres. On a vu même certaines dames, bon, je n'ai pas l'éducation pour reproduire ça sur ce plateau, qui disaient, maintenant qu'il n'y a plus de travail à la fonction publique, nous les femmes, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous allons mettre sur le marché? Bon, ils faisaient allusion à la vente du piment. Merci. Donc, vous allez voir que ça a été mobilisateur. Et jusqu'ici, lorsqu'on a proclamé les résultats des élections, nous sommes observateurs, nous faisons la science. La science, c'est sans émotion. Lorsqu'on a présenté les résultats, moi j'ai vu au cœur de Talangay. Au cœur de Talangay. Dans le fief. Oui. Dans le fief supposé. Oui, tu es à côté du siège d'ailleurs. Dans le fief supposé. Voilà. Est-ce que vous avez suivi dans les quartiers de Brazzaville l'euphorie populaire qui accompagnait l'annonce de la victoire? L'euphorie habituelle. L'euphorie habituelle. Est-ce que vous l'avez constaté? Alors, en tant que politicien ou bien acteur politique averti, ça devait interpeller les gouvernants pour dire, mais comment est-ce que nous avons annoncé la victoire avec un score fleuve? D'ailleurs, mais on n'a pas ressenti la réaction populaire. Or, le Parti congolais du travail, qui est un parti virtuellement de gauche, et dans la pratique, c'est un parti de droite, parce qu'un parti de gauche, social-démocrate, ne peut pas construire les logements sociaux comme on vote à 55 millions. Qui va acheter? Donc on est en face dans la pratique d'un parti de cadre. Mais quoi qu'il en soit, c'est un parti qui s'appuie sur la légitimité populaire. On devait donc s'attendre à ce que, même le score de 94%, ça c'est dans l'ADN des partis de gauche qui surfent sur la légitimité populaire. D'ailleurs, vous avez vu en 2016, lorsque le président a fait un score autour de 60-63%, ça a été considéré comme un échec. Parce que ces partis de masse, ce sont des partis qui cherchent la légitimité populaire et le soutien populaire. Mais on n'a pas vu, on n'a pas constaté ce soutien populaire, à l'exception de quelques... vous dites qu'il n'y a pas eu adéquation. Bien entendu, c'est ce qu'on dit, c'est ce que je dis sur ce plateau. À l'exception de quelques citoyens qu'on avait mobilisés, là où on devait proclamer les résultats, mais on est là dans la construction pure et simple. Mais il devait être ressenti dans les quartiers, dans les fiefs. Même à Oyo, j'ai des amis qui sont là-bas, à Oyo, à Olombo, il n'y a pas eu cette effervescence après la proclamation des résultats. Ça doit interpeller. Ça doit interpeller, monsieur le politiste, vous également, vous avez porté ce regard. Alors, je reviens sur la même question. Bien, merci beaucoup.
Vous savez, j'étais en train de dire ici que l'espérance future en politique est le fruit de l'expérience passée. S'il n'y a pas d'expérience, nous sommes dans le terrain des hommes, le terrain de l'histoire. Vous avez d'un côté les acteurs qui agissent, de l'autre côté, le peuple qui apprécie. Absolument. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est peuple. Absolument. Parce que dès que le peuple a cessé d'apprécier, c'est-à-dire de formuler des jugements autour de l'action politique, il disparaît comme peuple. Et ce peuple est conscient de ce que aucun fruit issu de la politique n'a formulé l'espérance populaire. Et vous devrez le savoir, et c'est sûr que vous le savez, on peut donner à la politique plusieurs définitions. Elle reste une méthode qui consiste à régler les questions de société et apporter le bien-être à la population. Absolument, absolument. Aussi longtemps que la politique ne ressemble pas à cela, elle disparaît dans la conscience des populations. Je vais vous dire, vous savez, dans ce pays, nous sommes en 2000. C'est le début d'un millénaire et d'un siècle. Mais on n'a pas fait attention à cela. Les débuts des millénaires et des siècles sont des périodes de réinvention de canevas, des méthodes et des schèmes possibles qui permettent à un gouvernement ou au gouvernement, au pluriel, AUX, de programmer un certain nombre d'actions nouvelles qui réinventent le visage du politique ou le visage de la vie du peuple. Voici le rôle des débuts des siècles et des débuts des millénaires. Fort curieusement, cela ne s'est pas fait dans ce pays. On est allé de la débrouillardise au raccommodage. Jusqu'aujourd'hui. Débrouillardise, raccommodage. Mais en fait, pourquoi? Parce que les gens sont sûrs qu'à tout temps, ils seront élus. La question reste de savoir s'ils sont réellement élus. Et même quand on crie honte aux voleurs, honte aux corrupteurs, honte aux corrompus. Suivez. M. Bébara Payé avait dit dans ce pays, et au cours de la même émission, il y a 5 ans, que le Premier ministre Makosso est programmé pour échouer. Ce n'est pas parce que le Premier ministre Makosso n'a aucune maîtrise de la règle de gouvernance. S'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la maîtrise de la règle de gouvernance, mais parce que les schèmes n'ont pas été programmés pour qu'ils soient appliqués tels que programmés. Pour produire le résultat. Et produire les résultats. Je vous ai déjà dit ici que l'agir en politique se définit comme ceci. Il s'agit de produire un complexe instrumental, de telle manière que la modification apportée à l'un des chaînons apporte de la modification dans toute la série et pour finir produise un résultat prévu. C'est ça l'agir en politique. Et donc le Premier ministre Makosso, qui n'a pas la maîtrise des schèmes financiers, parce que là-bas, c'est la famille présidentielle qui règne et qui obéit subjectivement à la famille, ne peut pas obéir au ministre. Or, il y a un programme, s'il vous plaît. Or, il y a un programme à exécuter. C'est ainsi que je pense que même le président de la République, qui est en conseil de ministres, parce que les conseils de ministres sont préparés par les conseils de cabinet, on arrive au conseil de ministres, c'est le président de la République qui donne l'aval sur chaque projet. Et je suis surpris qu'il soit étonné que les projets ne sont pas réalisés, lui qui donne l'aval, lui qui signe à partir d'un contrat sain qu'il réalise à l'intérieur du gouvernement, qu'il soit étonné des échecs. J'en suis surpris. Pourquoi sont-ce toujours des ministres qui sont mauvais, alors que quand il s'agit de décider, c'est tout le monde? Et si ces ministres étaient réellement en écart de vision ou de vue avec le président de la République, que font-ils au gouvernement jusqu'aujourd'hui? Moi, j'ai vu, s'il vous plaît, j'ai vu dans ce pays des ministres qui se battent. Ghislain Ebomé Maguessa a construit pas mal d'établissements avec les fonds propres du gouvernement. Monsieur Montou, là, Jean-Luc, a fait pareil.
quand vous venez dans ce que le ministre Mabiala appelle le boom foncier, le ministre Lamine Nguele s'est arrêté à un moment, mais aujourd'hui, nous avons une grande évolution dans ce domaine-là. Évidemment. Il reste que le lotissement des espaces avant d'offrir les parcelles à l'autre. Il faut encore travailler là-dessus. Vous avez un ministre comme Christelle Sassou Nguesso qui s'est battu et allé ici et là dans le monde chercher non seulement des experts, mais surtout comment vous les appelez là, des investisseurs. Ils sont venus dans ce pays. Mais pourquoi, quand ils se présentent par le sud, ils sont partis? Moi, j'ai vu en 2004, les Allemands sont venus pour la ligne ferroviaire du Nord Congo. Ils ne sont plus jamais revenus. Il y en a comme ça plusieurs. Mais pourquoi en réalité? Mais parce que le Congo est l'un des pays qui a plus de réfugiés dans ce pays. Et plutôt dans le monde. En dehors de cela, le Congo est l'un des pays qui perd les plus hautes autorités à l'étranger et enterrées à l'étranger. Les investisseurs se disent, mais dans ce pays-là, il y a un problème. Il peut s'y cacher une étincelle dévastatrice quelque part, et il n'est pas bon d'investir. C'est ainsi qu'il faut encourager les gens comme les Dangote. Il faut encourager les gens comme les Dangote. Voyez bien que quand vous êtes dans cette perspective-là, ce n'est pas une manière de dire que le gouvernement n'a pas tort. Non, il arrive que le gouvernement soit en faute. Je vous en donne un exemple. L'université Marien Ngouabi, s'il vous plaît, il arrive que le gouvernement soit en disgrâce. L'université Marien Ngouabi, l'unique école formatrice que nous avons dans ce pays. Est-ce que vous pouvez trouver normal que le personnel de l'université Marien Ngouabi ne soit pas assez entretenu? Je vais vous donner un exemple. Voyez, il y a une génération à l'université Marien Ngouabi d'enseignants et de personnel non enseignants qui est à 15 mois sans salaire. 15. Et il y a une autre génération qui est à près de 10 mois dette sur dette dans les années passées jusqu'à maintenant. Depuis qu'on a commencé le mois de janvier jusqu'à mars, on n'a payé aucun mois. Donc, l'université Marien Ngouabi. Je vais conclure là-dessus. Non, avant de conclure. Oui. Comment vous expliquez cela? Parce qu'on est quand même au niveau du temple du savoir. Voilà. Là où doit jaillir la lumière, l'université. Je vais vous expliquer. Mais c'est parce que les leaders, enfin les politiques congolais ne croient pas en la science et en la technologie. Qui en a parlé là pendant leur campagne? Qui en a parlé? L'université est considérée comme une école primaire. Or, on oublie que c'est le moule de fabrication de la citoyenneté, des experts, des ingénieurs, en tout cas de toutes sortes de spécialités. Comment expliquer que l'université Marien Ngouabi soit ainsi abandonnée? Vous avez des gens qui enseignent. Enseignez à l'université M. Okilas, tel que vous le voyez là. C'est tous les jours qu'il faut séjourner dans les textes. Absolument. Et ça demande de l'énergie. Absolument. Mais c'est surprenant qu'au XXIe siècle, dans un pays d'Afrique centrale, qu'est le Congo, une université ne soit pas entretenue, ne serait-ce que du point de vue des salaires. Et je vous apprends qu'il se passe quelque chose là-bas de très grave. C'est que on a commencé une année, au lieu de payer les salaires de cette année, on dit voilà, il y a eu des dettes dans le passé qu'il faut regarder. C'est une manière de faire perdre du temps, de créer l'enlisement. Vous entendrez ces jours-ci que les syndicalistes se mettront encore debout pour répondre par les formules habituelles à cette indolence de réaction au plan administratif. Et donc, pour terminer, monsieur Okilas, comme a dit monsieur Ebarapeya dans le passé, je vais vous dire que si la machine est la même, la nature de la machine politique ou gouvernementale est la même, ne soyons pas surpris que d'ici là, nous allons toujours vers des expériences regrettables. Merci. Je voudrais ainsi rappeler que depuis 2000, le monde entier croit en la sapientisation, c'est-à-dire la force de l'intellect à résoudre les problèmes. Absolument. Ça s'impose de fait. La force de l'intellect à résoudre les problèmes. C'est la puissance de l'intelligence. Et si la sapientisation n'est pas au cœur de la politique, je vous disais une fois que si le Congo
est un peuple, c'est-à-dire un ensemble de génies, il n'est pas possible de concevoir des échecs. Car un génie plus un autre ne peut pas aboutir à l'amartema comme le désignaient les Grecs. C'est-à-dire à un échec collectif. Mais ce qu'on constate au Congo est quand même criard. C'est que d'un génie à un autre, d'un calcul rationnel à un autre, le résultat, ce sont des échecs. Posons-nous des questions. Pourquoi? C'est ainsi que, avant d'aller à une autre élection, l'obligation et l'urgence historique voudraient qu'on s'asseye, les experts et toutes sortes de sensibilités s'asseyent pour réfléchir sur le devenir du pays, car d'ici des milliers et des milliers d'années, le Congo existera toujours et il est bon que maintenant, nous fassions le point pour que l'avenir ne soit pas regrettable. Merci beaucoup. C'est la voie du savoir. Merci beaucoup. Je ne saurais revenir sur ce que vous avez dit. Alors, monsieur le docteur Constant Barapeya, la chose a été mise à table. Alors, vous avez fait ce balai. Finalement, on doit s'interroger sur le type d'homme. Quel type d'homme sera à mesure, par rapport à ce que vous avez dit, quel type sera à mesure de relever tous ces défis? Et lorsqu'on dit défis, vous êtes dans tous les secteurs de la vie. Au-delà du discours politique, l'intellectuel porte un regard sur le vrai, le concret, le phénomène, ce qui est vérifiable. Et nous avons une société qui a plein de problèmes. La preuve, lorsqu'on porte un regard sur l'actuel programme de société. Alors, si déjà M. Nibourine pense qu'il y a un problème tel qu'il a expliqué, est-ce qu'il faut d'autres types d'hommes, ou quel type d'homme, en tout cas, comme je l'ai posé la question, pourra relever ce défi ou répondre aux attentes des Congolais? Bien. Nous avons assisté au candidat sortant réélu, qui a proposé son offre politique, sa profession de foi, l'enveloppe politique, qui sera mise en exécution entre 2006 et 2026 et 2031. Alors, je prends toujours, je le dis souvent, lorsque vous avez inventé une technologie, cette technologie ne pourra avoir de valeur que si vous avez un logiciel qui va avec. La question des élites se pose. Le docteur Nibourine parlait ici de l'élite. L'élite, c'est ceux-là qui ont accédé à une dignité de savoir dans leur domaine respectif. Ce sont les meilleurs, élirés, c'est les meilleurs. Et la société se construit avec les meilleurs. Alors, lorsque la structure de prise de décision, la structure de la programmation, la structure de la perspective n'est pas bonne, on ne peut pas penser avoir des hommes, quelle que soit leur qualité, qui va amener au résultat. C'est comme si, pour ceux qui, moi j'étais pas très bon en mathématiques, mais lorsque l'énoncé est fausse, la réponse sera automatiquement fausse. Donc il faut d'abord assainir la structure de la programmation, la structure de prise de décision. Alors, essayez un peu de regarder. On nous propose un nouveau mandat ou bien un nouveau programme. Mais est-ce qu'il y a eu l'obligation de ce qu'on appelle la comptabilité? C'est-à-dire l'obligation de rendre compte le bilan du mandat passé. Il est positif. Selon qui? Nous avons entendu, selon le politique. Est-ce que le politique qui a dit qu'il est positif, dans les faits, vous constatez qu'il est positif? On a consigné dans un document et on dit le bilan est positif. Mais nous regardons la réalité du terrain. Comment on peut dire que le bilan est positif quand vous avez les agents de l'université qui ne sont pas payés, quand vous avez le CHU qui est là, quand vous avez le personnel du CHU, pas de plateau technique? Alors on peut dire le bilan positif lorsque vous égarez quelques inaugurations. Ce sont des dettes, les inaugurations, par exemple, vous prenez la route Bondy-Evo, mais c'est la dette de 2014 qu'on a apurée en 2026 ou 2025. Il y a un sérieux problème. Donc, les hommes, on n'ira pas les chercher au ciel. Mais est-ce qu'on doit faire confiance aux mêmes hommes qui ont échoué pendant autant d'années? Et est-ce qu'on a interrogé les causes de l'échec? Pourquoi on a échoué? Le docteur Nibourine l'a dit.
On ne peut pas dire quand même que dans tout un pays, tout le gouvernement, il y a des idiots. Il faut être idiot pour penser ainsi. Mais pourquoi les hommes échouent? Le président qui dit honte aux voleurs. Quel est le sort qu'on a réservé aux voleurs dans ce pays? Quel est le sort qu'on a réservé aux voleurs? Alors, comment choisit-on ceux qui gouvernent? Quels sont les mécanismes de recrutement au sommet de l'État? Lorsque ça se passe par exemple par le parrainage, et que c'est M. Romy Kokiras qui m'a parrainé, mais il y a des transactions qui se passent, et souvent ces transactions d'ordre financier, qui fait en sorte que le ministre ou le DG qui a été nommé quelque part n'a pas de marge de manœuvre parce qu'il doit reverser comment vous appelez ça, la dîme chez son promoteur. Donc, les grands États qui se sont développés. Aujourd'hui, l'Iran nous montre l'exemple de l'université. L'importance de la recherche scientifique dans un État. L'Iran, l'Ukraine. Mais surtout l'Iran. L'Iran forme pas moins de 200 000 ingénieurs par année. Parce qu'ils ont compris qu'il faudrait qu'il y ait adéquation entre le politique et l'université. Bon, nous avons lu le programme. Le programme, par exemple, du candidat sortant, réélu, qui pense qu'il va renforcer l'enseignement supérieur, surtout les centres de recherche. Il parle de la recherche scientifique. Oui, mais avec quel est le montant qu'il alloue? C'est pas chiffré. Même dans les pays, on pourra dire, il me faut par exemple tant d'argent. Non, laissez-moi rapidement. Il me faut tant pour réaliser cela. Mais lorsque on donne des chiffres, ça ressemble aux incantations. Qu'est-ce qui rassure? Est-ce que réellement un projet de recherche pour un pays qui se veut changer de cap, partir d'un point A vers un point B, ça se fait en 5 ans? Non. Finalement. Il faut donc, c'est ce que disait le docteur, la programmation, et la programmation s'étale sur la décennie. Et il faut donc dire que pendant, d'ici, vous voyez par exemple, l'Union africaine, par exemple, parle de l'Afrique 2063. Donc, il faut programmer dans le long terme et mobiliser les fonds et mobiliser les moyens. Tant qu'au Congo, il y aura adéquation, il y aura méfiance du politique vis-à-vis de l'universitaire, le problème, on ne va jamais résoudre les problèmes parce que l'université est au service de la résolution des problèmes sociaux, dans tous les domaines. Merci beaucoup. Alors, M. Néborine, avant de passer à vous, on rappelle pour ceux qui nous suivent, il faut donner raison à Théophile Obenga. Il faut donner raison à ce monsieur qui a toujours rêvé cette adéquation. Alors, nous allons commencer à chuter votre part par rapport à ce qui vient d'être dit. Oui, le choix des hommes correspond au choix des schèmes. Qu'avez-vous choisi comme schème? C'est-à-dire, qu'avez-vous choisi comme urgence de gouvernance dans la qualité et dans l'application pour que vous trouviez l'homme qui correspond à cela? Chez nous, les urgences de résolution des questions de société sont dans la parenté entre la nature de la question à traiter et la théorie ou, si vous voulez, le plan dégagé pour la résolution de la question. Mais le problème, est-ce que la qualité ou la formation du ministre qu'on met là correspond à la charge? Premier problème. Deuxième problème, même si ce ministre est capable de résoudre ce problème du point de vue de la programmation par papier, est-ce qu'il trouvera des financements nécessaires pour résoudre ce problème au plan pratique, au plan actionnel? Voici le problème. Monsieur Okilas, le problème du Congo, vous le savez, les Congolais meurent de faim. Les Congolais meurent de faim, mais on n'a pas ce qu'on appelle les modes de soutènement de la vie nationale. Vous étiez avec moi à Makabana, monsieur Okilas. Oui, j'ai vu. Vous avez vu comment la Comilogue a fonctionné. Ouais. Est-ce qu'à Makabana, un enfant pouvait pleurer à midi de faim? L'enfant ne connaissait pas la faim, mais parce que le 5, il y avait l'argent de la barbe, le 15, il y avait la moitié du salaire, et le 30, il y avait le salaire. Voyez, ce sont les modes d'accompagnement, ce qu'on appelle les modes de soutènement de la vie sociale. Or, ici, il n'y en a pas.
C'est pourquoi j'insiste que je suis étonné de voir que de Wesso à Luango, il n'y a pas d'entreprise. Ne vous étonnez pas, M. Okilas. Si les populations ne viennent pas au meeting, c'est parce que les populations n'ont pas de réponse à l'urgence du besoin. Voici tout le problème. Il faut que le président Sassou craigne de nous dévoiler des théories comme ce qui est mis là. Ce que dit M. Ebarapeya, voilà, renforcement de la recherche scientifique. C'est écrit dans tous les projets du président Sassou depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a jamais été réalisé. Et maintenant, que faire? Ce ne sont pas les propositions qui ont manqué. Le problème, c'est que nous devons être résolus, sérieux, dans le rapport qu'il y a entre nous. Là, je ne parle plus que des politiques, non. Il s'agit de nous tous et le pays. Si nous ne voulons pas que ce pays-là redevienne une cabane rustique demain, vous voyez ce qui se passe déjà au plan de la conscience. Nous sommes une république, mais il y en a qui créent des associations de type linguistique, ethno-linguistique. Donc, on a dépassé les civilisations pour l'état social et l'état civil, mais il y en a qui maintenant créent des associations de type ethno-linguistique, donc un retour au commencement de la société. Les ressortissants d'eux. Voyez, ce qui est terrible. Si ça est déjà effectif, il reste que la population ressente la plus grande misère et qu'elle décampe. Et je suis sérieux avec le président Sassou. Là où je suis très sérieux avec le président Sassou. C'est un normal père, en tant que citoyen, s'il vous plaît, en tant qu'intellectuel. Oui, c'est un père. Il a plus de 80 ans aujourd'hui. Il doit passer peut-être 2 nuits seul en train de se dire que dois-je laisser à ce pays. Ce pays qui est fracturé. Ce pays qui n'a rien à manger. Ce pays qui n'a pas de perspective, qui se pose la question de savoir que dois-je laisser à ce pays en économie, en politique, en, comment on va dire ça, en esthétique, voilà. En tout cas, dans tous les domaines. En électricité, en eau. Voilà. Parce que quand vous arrivez dans certaines localités de ce pays, vous avez l'impression que nous sommes encore au précambrien. Voyez la campagne telle que ça s'est déroulée dans la partie Oyo, Edou et toutes les autres localités. Voyez la qualité de la population qui se met debout. Voyez la qualité des maisons. Des infrastructures. Voyez la qualité des maisons, de l'habitat. Où vivent ces populations? Et voici, ce sont des gens pareils qu'on va soulever pour leur dire « Venez chanter pour nous. » S'il vous plaît, c'est une forme d'exploitation. Et il faut qu'on arrête ça. Ok. Alors, en tout cas, le temps nous signale déjà, parce que nous allons passer à un autre programme. Alors, voilà, chers invités, je pense que nous allons continuer ce débat, qui vient de s'ouvrir d'ailleurs. L'objet de notre échange a porté essentiellement sur le comment exécuter ce programme. Nous avons choisi les universitaires parce qu'effectivement, nous avons écouté partout auprès de ces sachants que le problème en politique réellement, comme vous regardez bien, celui qui est nommé n'est pas nommé de par sa formation. Mais il va travailler dans un secteur donné, dans un but d'apporter quelque chose à la population de bien et de transformer le pays, de faire évoluer le pays. Si donc le Congo ne pense pas un jour rassembler d'abord son élite pour éviter ce que le grand prof Obenga dit souvent, que le Congo est un cimetière des sachants ou des intellectuels. Si le Congo n'arrive pas, les politiques ne pensent pas à cette nécessité de rassembler, je dis bien les universitaires, les sachants, pour qu'ils pompent la connaissance dans tous les domaines, qu'appliquera le politique? C'est la question qu'on se pose. Que va-t-il appliquer? Il faut marier le savoir à la politique, comme ça se passe à l'Élysée, comme ça se passe à la Maison-Blanche, comme ça se passe un peu partout. Même au Buckingham Palace, nous voyons ce qui se passe en Iran. Ce ne sont pas les politiques qui émettent ces formules pour créer les armes. Donc aujourd'hui, il a été question pour réfléchir, pour ne plus tomber dans ces erreurs. Discours politique, ok, mais discours du savoir définit l'homme. On n'a pas vu un développement sans le savoir. Et c'est des politiques qui nous ont fait part. Demain, peut-être que nous allons recevoir d'autres. En tout cas, c'est notre chantier.
Merci pour votre contribution. Merci surtout de ce que vous vous donnez aujourd'hui en tant qu'intellectuel. Vous sortez des 4 murs de vos agoras à l'université pour faire un travail humanitaire. C'est ce qui vous est recommandé. Nous attendons les juristes, nous attendons le reste. J'avais reçu dans ce plateau le docteur Nebourine Dibiche. J'avais dit qu'il est politologue et politiste, en même temps philosophe. Conseil Barapéa, qui est politologue, avec qui nous avons abordé cette question. Au revoir chez vous, à la prochaine fois. Merci.